Bienvenue à tous à ce webinaire intitulé Comptabilité intégrée pour parler des outils, des méthodologies et de la place de l'expertise carbone dans les comptabilités multicapitaux et intégrées. Donc, à l'ordre du jour, je vais faire une rapide introduction de l'association Bilan Carbone ainsi qu'une introduction sur le sujet de la comptabilité intégrée. Ensuite, nous allons avoir nos trois intervenants que je remercie d'avance. Donc, Christine Chavigny qui vous présentera la méthode ADES Logique. Louis Dupuis qui vous présentera la comptabilité intégrée, la comptabilité carbone et intégrée pour explorer les liens qu'il y a entre ces deux comptabilités. Et enfin, Stéphane Trébuc qui vous présentera un cas pratique de la comptabilité financière et environnementale fondé sur le modèle ABCV. Ensuite, on vous laissera bien entendu un temps d'échange. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure des interventions et nous pourrons y répondre durant la séance de questions-réponses. L'association Bilan Carbone. Donc, voilà une petite introduction pour commencer. L'association Bilan Carbone, comme je pense la majorité d'entre vous le savent, qui a été créée suite à la mise en place de la loi Grenelle 2 qui a imposé le reporting gaz à effet de serre pour des organisations d'une certaine taille. Donc, le bilan carbone, bien entendu, qui a déjà été élaboré depuis le début des années 2000 avec une première version assez concrète en 2004 par l'ADEME. Donc, l'ABC a été créé en 2011 pour porter spécifiquement cette méthodologie suite à la mise en place de la réglementation. Et depuis, l'ABC a fait son petit chemin et d'autres, toujours dans le développement des outils de comptabilité, il y a le SMGES, donc, qui est un système de management des gaz à effet de serre qui a vu le jour en 2015 et qui est d'ailleurs en train d'être mis à jour en 2021. Et depuis 2016 également, il y a eu un changement au niveau de la gouvernance qui tend à mener des missions beaucoup plus vers l'intérêt général. Donc, on a du coup des événements comme ce type, comme le webinaire, qui permet de sensibiliser le grand public, également des petits déjeuners thématiques, des projets aussi menés toujours sur la sensibilisation à destination des établissements scolaires. Et également, on œuvre de plus en plus à l'international depuis 2015 avec le projet CleanFoot, qui a été coordonné par l'ADEME et à travers diverses missions, donc que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou dans le reste de l'Europe. Et du coup, dans 3 mois, il y aura un petit événement particulier pour l'ABC. En effet, on fête nos 10 ans cette année. Donc, j'invite tous les adhérents et membres à continuer à suivre les actualités de l'ABC pour voir les événements qui seront menés à cette occasion. Une petite introduction sur le sujet de la comptabilité intégrée, puisque c'est ce qui vous intéresse. Bien entendu, on parle généralement du cadre de la transition climatique et écologique, donc avec notamment la comptabilité carbone pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre et mettre en avant des actions de réduction pour pouvoir atteindre les objectifs, dont la neutralité. Mais également réduire les impacts environnementaux. Donc, on garde toujours en tête, bien entendu, que la comptabilité carbone, en tout cas avec l'aspect gaz à effet de serre, c'est un aspect monocritère, bien qu'il permet comme première approche de pouvoir aborder d'autres critères, mais ne pas oublier voilà, les impacts environnementaux, notamment notre impact environnemental, l'empreinte, la biodiversité, l'eau, l'énergie, bien entendu, qui est déjà évoquée à travers les gaz à effet de serre, mais tous les autres impacts environnementaux qui forment l'ensemble de l'écosystème. C'est également un moyen d'anticiper les risques, donc les risques par rapport aux différents aspects du changement climatique, mais aussi par rapport aux aspects économiques d'une entreprise, d'une organisation qui tend à maintenir son activité en tout cas et avoir sa compatibilité à l'horizon 2030-2050. Donc, tout l'enjeu, bien entendu, de la transition climatique et écologique, c'est d'intégrer des enjeux de durabilité au cœur du pilotage des entreprises et donc d'évaluer la performance avec d'autres critères que financiers. Enfin, la comptabilité, ça reste du coup un outil pour informer, donc à travers les différents capitaux qu'on va pouvoir mettre en avant, mais également pour piloter l'objectif de l'organisation, donc de l'entreprise en l'occurrence, également de pouvoir suivre la performance, donc qui intègre de fait des capitaux financiers, humains et aussi sociaux pour avoir une transition durable et sociale. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christine Chavigny. Alors, je vais faire le... Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter, seulement dans les grandes lignes, faute de temps, la méthode ADES Logique.
ADES, c'est l'acronyme d'aide à la décision environnementale, sociale et sociétale. En fait, au départ, je me suis contentée de faire comme les autres méthodes, j'ai géré l'environnement, le social et le sociétal. Mais très vite, je me suis aperçue que cela n'était pas suffisant, que la durabilité des entités, c'était bien plus. Mais le nom était déjà donné et c'était trop compliqué pour tout changer. Je suis expert comptable, j'ai donc une formation de secteur privé. Cette formation, je l'ai complétée par une formation au secteur public en faisant un master en administration et gestion des collectivités territoriales. Avec ces connaissances, j'ai enfin abordé ce qui m'intéressait le plus, le développement durable. Après quelques formations sur cette thématique, ainsi que mon inscription au club du développement durable du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, l'ébauche de ma méthode est apparue un matin au réveil. Et quand je vous dis un matin au réveil, c'est vraiment un matin au réveil. Chacun est libre de gérer, de manager son entité, mais l'absence de prise en compte des impacts ou externalités ne sont pas pour moi juste un problème de gestion interne. En fait, quels que soient les styles de management, ceux qui sont passifs en développement durable doivent être découragés au nom de la sauvegarde de notre planète et de notre espèce qui la peuple. Alors, il faut le faire sans autoritarisme, mais il faut juste être formé aux diverses thématiques, être présent, disponible pour pouvoir accompagner ces entités. Mais aurons-nous suffisamment d'accompagnateurs intéressés, formés? Pour moi, ça, c'est une question. Alors, décarboner est plus que nécessaire, mais malheureusement, l'équilibre de notre maison dépasse la problématique de la décarbonation. Il y a bien d'autres impacts et d'autres externalités négatives qui doivent être prises en compte. Alors, ADES Logic a fait le choix d'inciter à la recherche de ces coûts cachés, de ces impacts, pour une prise de conscience et mener des actions correctrices où il faut et quand il faut. J'ai recensé 10 impacts. Alors, si vous voyez des éléments omis dans la liste présentée, c'est avec plaisir que je suis à votre écoute. Rien n'est écrit dans le marbre, la méthode bouge, elle se construit quotidiennement comme les sujets qui y sont traités. Avec ADES Logic, on quantifie, on essaye d'évaluer les impacts qui se réalisent sur toute la chaîne de valeur et l'analyse du cycle de vie. On prend en compte les données d'impact en scope 3, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble, le direct et l'indirect. Les coûts et les bénéfices cachés sont mis en exergue parce que les flux financiers y afférents sont soit au mieux insuffisants et souvent au pire inexistants. En fait, qui est concerné? Alors, on a tout le secteur privé, mais aussi le secteur public, les secteurs à but non lucratif. En fait, c'est l'affaire de tous. Alors, quel est le but de cette démarche? Alors, le but, c'est d'aider à l'atteinte du bon état écologique, social et sociétal, mais plus encore. Comme je vous disais, j'ai essayé de déborder ma méthode. Alors, il faut assurer et conforter la durabilité de l'entité. Et vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que le bon état écologique? Alors, ce n'est pas un état pérenne. Il peut évoluer à tout moment et il est difficile à déterminer de façon uniforme. Et surtout, on écoute les scientifiques, car c'est surtout l'affaire des scientifiques, des techniciens, plus globalement en fait des sachants. À chacun sa place, c'est une approche transversale qui rend le travail d'autant plus intéressant. Alors, il y a une option bonus que j'ai proposée avec ma méthode, c'est une comptabilité de développement durable. Tous les fins de compte suivent les numéros d'impact du tableau récapitulatif des impacts. Il faut rester en harmonie pour pouvoir avoir un ensemble homogène et surtout pour tout comprendre. Par exemple, l'impact R sera toujours codifié 0,1 dans ADES Logic. 0,2, c'est pour l'eau. Là, je vous donne à l'écran quelques exemples. Donc, toutes les écritures qui concernent les impacts R sont passées dans le journal 0,1. Donc, comme vous voyez, il y a des dettes sur impact qui correspondent à l'air. Donc, les GES, comme c'est dans l'air, effectivement, ça se trouve, c'est une sous-catégorie, enfin, sous de l'air. Maintenant, je vais vous présenter le tableau récapitulatif d'ADES Logic. Alors, effectivement, il fait dense, alors que j'ai quand même tronqué des colonnes parce qu'il n'y avait pas assez d'espace sur le tableau, enfin,
le slide pour pouvoir tout insérer. En fait, ça, c'est une vue globale du tableau. J'ai plusieurs onglets, notamment un onglet que j'appelle activité qui recense plutôt les chargés produits des entités. Un onglet immobilisation, bon, vous vous doutez que ça concerne les immobilisations, et un onglet parties prenantes où on a les parties prenantes directes, donc une relation financière avec l'entité, et les parties prenantes indirectes. Et dans cette partie prenante indirecte, j'ai déjà commencé une liste. J'ai environ, pour l'instant, je crois, autour de 80 parties prenantes indirectes. Et encore, je suis certaine, elle n'est pas exhaustive. Dans ce tableau, on constate que la première colonne correspond à la référence de l'impact, au numéro. La seconde, c'est une référence aux ODD, donc aux objectifs de développement durable, parce que je trouve que c'est important de pouvoir donner l'information. Ça évite de faire des recherches et des redondances de recherche quand on souhaite soulever, enfin essayer de mettre en pratique ces ODD. La suivante, c'est donc l'AFNOR, les références aux ISO. Et j'ai mis une colonne GRI pour la référence au Global Reporting Initiative. Dans chacun de ces documents, alors là, effectivement, on voit bien que tout est fait selon la chaîne de valeur, même si c'est un peu tronqué, vous voyez bien que ça commence par les achats, la fabrication. Quand c'est du secteur public, on mettra par rapport au plan comptable du secteur public M14, M72, on change juste les colonnes du milieu, le reste, généralement, reste identique. Pour alors, vous avez un onglet aussi où on fait les comparatifs sur au moins 2 années et on tire les écarts pour la partie onglet activité, mais on a aussi la même chose pour l'immobilisation et les parties prenantes. On a un tableau général qui nous permet de voir vraiment les efforts que l'entité aura fait entre deux années d'ADES logique. On va faire des tableaux préparatoires. Enfin, c'est pas ensuite, c'est même avant. On va faire donc des tableaux préparatoires parce que vous avez vu, alors tout cela, si on doit, parce qu'au niveau de l'impactuaire, il y a énormément de sous-impacts qui sont répertoriés, que là, je n'ai pas mis parce que c'était illisible pour vous. Et dans ces sous-impacts, en fait, l'idéal, c'est d'essayer de faire un tableau préparatoire pour pouvoir remplir en direct ce tableau récapitulatif. Alors, par quoi commence-t-on au niveau des tableaux préparatoires et même au niveau des sélections des impacts dans une entité? On commence par le plus populaire, hein, les gaz à effet de serre. Et après, on fait aussi toute la partie personnelle avec sa mobilité. Et ensuite, on prendra en compte les éléments les plus impactants en relation directe avec l'activité. Et ces éléments-là ressortiront en fait d'un audit qui devra être effectué pour pouvoir souligner les éléments qui sont importants à mettre en correction pour pouvoir avoir un état un peu plus écologique, social, sociétal ou même éviter des risques au niveau de l'entité. Alors, il est inutile de souligner que comme pour partout, il est impératif d'avoir l'adhésion de la direction, même des directions de l'entité. Alors maintenant, je vais donc vous présenter le tableau préparatoire des gaz à effet de serre. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça paraît dense, mais en fait, on utilise que pour l'année N, on remplit, le reste se fera en automatique. Alors, ces tableaux préparatoires sont nécessaires pour remplir sans difficulté le tableau des impacts que nous avons vu. Il est disponible pour chaque ligne du tableau des impacts et même sous-impacts. Et ils sont quasiment tous, ces tableaux-là préparatoires, sont tous structurés de façon identique. Bon, sauf qu'on ne retrouvera pas facteur d'émission pour l'eau. Mais on aura d'autres éléments qui seront intéressants au regard de l'eau. Par contre, on cherchera toujours à déterminer au niveau de ces impacts la part directe et indirecte. Le tableau semble dense. Alors, pourquoi on recherche les émissions de gaz à effet de serre et pourquoi on le présente sur cette chaîne de valeur? Alors là, je vous ai communiqué le slide simplement pour la partie achat, mais effectivement, après, il y a la partie fabrication, tout ce qui est transport amont-aval. Et en fait, ma formation première d'expert comptable doit être à cause de ce choix. La chaîne de valeur, c'est le sens logique pour les entités et bien souvent pour ma profession.
Une référence au compte comptable permet un repère pour les non-initiés, bien que vous allez me dire qu'il y a des non-initiés en comptabilité, ça je suis tout à fait d'accord aussi. Et c'est une aide à la compréhension et à l'acceptabilité. Un repère, un point d'ancrage. Les gaz à effet de serre ne sont pas forcément liés à une écriture comptable. Alors, pour cette raison, on retrouvera dans le tableau, même si là, effectivement, vous n'avez pas l'exemple, j'ai oublié de le mettre, enfin, j'ai oublié, c'est-à-dire que j'aurais dû vous donner aussi un écran qui vous mentionne cette information-là. Il y a donc certaines informations qui sont mentionnées hors comptabilité parce qu'il n'y a pas de lien financier, mais on a quand même un gaz à effet de serre. Par exemple, tout ce qui est issu de la fin de vie des produits. Alors, quand on débute la recherche des gaz à effet de serre, on procède comment? Alors, on peut effectivement, si on maîtrise la comptabilité, essayer de lire le grand livre, essayer de repérer les éléments, faire des recherches directement par rapport aux documents, aux contrats. On utilise les cahiers des charges et tout ça va nous fournir quand même une bonne partie des éléments nécessaires. Pour les facteurs d'émission, on n'invente rien du tout. On utilise les mêmes bases que pour le bilan carbone. On cherche absolument à éclater les informations obtenues de gaz à effet de serre entre le direct et l'indirect. Lorsque cela sera possible, mais généralement on sait d'où provient l'émission du gaz à effet de serre, donc on sait si c'est du direct ou de l'indirect. L'analyse après, je vous ai indiqué il y a des écarts, donc on fait en fait une analyse de N et de N-1. Là, évidemment, quand ce n'est pas le premier exercice, hein, il faut déjà avoir fait un peu ADES logique pour avoir une année N-1. Mais ça permet comme ça de faire ressortir et de faire voir s'il y a eu de véritables efforts de diminution de gaz à effet de serre en fonction du service ou même du poste. Si c'est sur un poste achat et savoir si cet achat-là, on a réussi à faire des co-conceptions, est-ce qu'on a réussi à trouver un produit similaire et qui a moins d'impact. J'ai aussi indiqué, vous verrez, il y a une colonne qui est en fait, j'ai mis CO2 par quantité parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir connaître l'impact des gaz à effet de serre sur une unité produite. Alors, à quoi peut servir ce résultat? Moi, mon but final, en fait, c'est d'insérer ça dans les factures. Ainsi, le client peut récupérer l'information et l'insérer directement déjà dans son tableau de gaz à effet de serre. Ou s'il fait de l'ADES logique, en achat, il pourra directement mettre cette référence-là par rapport à ses unités achetées. Et en fait, il y a un autre intérêt aussi, c'est que quand j'ai fait la formation bilan carbone en 2013, j'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait toujours prendre en compte 100% des émissions de GS de la fin de vie. Alors, ce que je ne comprenais pas, ce qui n'était pas logique pour moi, chaque niveau, on prenait en compte la fin de vie. Alors, par exemple, vous extrayez de l'acier, enfin, l'acier, vous générez de l'acier, vous êtes le niveau 1. Votre acier, vous le vendez à une entreprise qui va fabriquer en niveau 2 des guidons de vélo. Ces guidons-là seront vendus à une entreprise qui va construire entièrement le vélo, qui sera le niveau 3. En niveau 4, on aura le magasin de vélo qui va vendre à l'utilisateur final, et encore au mieux, parfois il y a même ces revendus d'occasion. Donc là, on se retrouve 4 fois avec la prise en compte de la fin de vie. Alors, moi, j'expliquais que si dans le monde, on faisait tout cela, on grossissait fortement les émissions de GES. Et à l'époque, on m'a rétorqué que pour atteindre cela, il y avait de la marge. Et c'était vrai puisque personne, à l'époque, prenait vraiment à 100% tous les gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, si on veut une comptabilité carbone dans chaque entité, je pense que ça va poser un problème parce qu'on va se retrouver 4 fois avec les émissions de GES de fin de vie. Alors, faire une consolidation comme on fait dans les entreprises comptablement, ça va être compliqué parce que je pense que ce n'est pas du tout adapté. Alors, comment y remédier? Moi, je propose qu'avec les prises en compte intermédiaires de gaz à effet de serre par rapport aux unités telles qu'on présente là, on pourrait trouver une contribution de chaque entité dans le produit final. Donc, peut-être que dans l'exemple que j'avais donné, au niveau 1, ça représentait que 10% du produit final. Et dans ce cas-là,
le niveau 1 prendrait 10% des gaz à effet de serre de fin de vie. Et on pourrait remonter comme ça, puisque ça serait faisable quand on fait par rapport à la chaîne de valeur. Et comme ça, chaque niveau aurait la contribution qui me semblerait logique. Et ça serait donc la même contribution dans le produit que la contribution des GES de fin de vie. Alors personnellement, pour moi, la discussion est ouverte sur ce sujet. Alors il y a peut-être eu d'autres avancées auxquelles je n'aurais pas eu, j'ai pas été informée, mais enfin, moi c'est vrai que c'est quelque chose en tant que comptable qui m'a beaucoup perturbée. Alors le but est qu'ADAS Logique suscite de nouvelles pratiques pour les entités après avoir pris conscience des impacts que fait subir leur entité à l'environnement, au social, au sociétal, mais bien plus encore, puisque comme je vous disais, moi, ça, il y a toute la notion de risque que j'ai incorporée. Je précise, avant de passer la parole à Louis Dupuis, qu'à terme, des logiciels seront créés, ainsi que des bases de données sectorielles. Et le but, c'est aussi de rendre automatique l'introduction des facteurs d'émission de gaz à effet de serre pour éviter d'avoir tous ces tableaux qui seront assez fastidieux à compléter. Je vous remercie pour votre écoute. À toi, Louis. Merci, Christine. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Moi, j'ai déjà une question, mais enfin, à laquelle Christine, tu pourras répondre à la fin. C'est de savoir si du coup, ADS Logique n'est utilisable que par des professionnels de la fonction comptable, donc comptable, expert comptable. Non, non. Moi, personnellement, mon but, c'est vraiment de… Alors, peut-être que pour la première mise en place, ça serait peut-être bien que ce soit essentiellement des experts comptables. Mais là-dessus, je suis certaine qu'on peut former et il n'y a pas de souci que d'autres personnes… Alors, faut peut-être quand même une petite sensibilité comptable hein, pour pouvoir adhérer. Mais autrement, non, non, moi, mon but, ce n'est pas du tout un produit qui est réservé aux experts comptables. Et je n'ai pas du tout même envie que ce soit réservé aux experts comptables parce qu'il faut que tout le monde s'approprie les méthodes qui existent pour pouvoir aller dans le bon sens et essayer de faire prendre en compte aux entités les impacts et puis faut mener les corrections pour pouvoir diminuer tous ces impacts négatifs. Très bien. Alors, il y a d'autres questions, mais on répondra lors de la séance dédiée. Merci à tous pour vos questions. Louis, du coup, vous avez la parole. Bah, parfait, votre écran est partagé. Je vous laisse la main. Merci donc à l'association Bilan Carbone de son invitation à venir présenter lors de ce séminaire. Donc, je suis Louis Dupuis, je suis économiste de formation et je travaille au sein de l'APESA. Je vais vous parler aujourd'hui d'une vision, d'une perspective sur les liens qui existent aujourd'hui entre les comptabilités carbone et les démarches qui émergent dans le domaine des comptabilités intégrées. Alors, un mot rapidement. Voilà, c'est bon, ça avance. Un mot rapidement sur l'APESA, donc ma structure. On est un centre technologique qui a été créé en 1995 au service de la transition écologique des entreprises et des territoires. On a pour mission d'accompagner les acteurs privés et les acteurs publics dans donc leur logique de transition écologique au travers de différents métiers. On a une spécialisation industrielle autour de la méthanisation et de la gestion de la biomasse, mais on travaille aussi beaucoup sur les questions plus larges d'appropriation sociétale de tous ces sujets. Et on est répartis donc sur 4 sites en Nouvelle-Aquitaine. Simplement pour que vous sachiez qui nous sommes. Pour rentrer un petit peu de suite dans le vif du sujet, même si je vais peut-être fonctionner un peu plus en entonnoir, je pense que quand on essaie d'étudier les liens entre les comptabilités carbone et les matrices plus larges de comptabilité intégrée, il faut repartir finalement des questions qu'on se pose encore. Alors, je ne vais pas du tout me positionner du point de vue des experts de la mesure des émissions de GES au sens très large. Je vais simplement essayer de capter plutôt les aspects, je dirais, sociétaux, les aspects de décision qui émergent de ces enjeux-là. Les 3 qui aujourd'hui nous paraissent faire assez encore débat, c'est d'abord cet impératif de réduction des émissions de CO2. Bon, vous avez à droite sur la diapositive le budget carbone. On sait qu'il faut réduire les émissions de CO2. La question, ça a toujours été la même. À quel rythme? Est-ce que le budget carbone est taillé sur 1,5 degré, 2 degrés de réchauffement moyen global des températures, etc. Comment est-ce que finalement ces chiffres sortent? Bon, c'est une première question qui derrière impacte les acteurs
qui doivent se demander un petit peu comment ils s'insèrent dans ce cadre global. Et pendant très longtemps, on a mis en avant une logique de réduction des émissions de GES avec compensation associée quand on était arrivé à des espèces de réductions incompressibles. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je vais y revenir, c'est justement que cette espèce d'arrangement institutionnel est remis en question. Un autre aspect qui jusqu'à présent avait peut-être été un peu simplifié pour la bonne cause, pour sensibiliser les acteurs au sujet, c'est que finalement les comptabilités carbone sont statiques, hein, on fait un petit peu une photo à l'instant T de ce qu'on émet, éventuellement de ce qu'on stocke, mais on sait, et de façon de plus en plus précise, que la gestion du cycle des gaz à effet de serre est dynamique, hein, ce système climatique, et notamment quelque chose qui commence à sérieusement interroger dans une perspective temporelle à horizon 2030, c'est les délais de retour au sol du CO2 biogénique, et donc l'accommodation qu'on doit faire finalement dans sa stratégie du fait que même du carbone qui avant n'était peut-être pas compté ou pas compté de la même manière, pourrait, dans une perspective un petit peu de tampon atmosphérique, poser question et qu'il faut commencer à s'y intéresser. Et la dernière question qui fait couler beaucoup d'encre et qui là aussi n'est pas qu'une question technique, si je suis assez intéressé par vos retours là-dessus, c'est la question de ce qu'on appelle très grossièrement les puits carbone. Pendant très longtemps, il y a eu un discours un petit peu ambigu sur la séquestration d'un côté, donc j'entendrai voilà, une définition possible par la rétention dans les sols et la végétation. Et de l'autre côté, le stockage qui se fait plutôt dans les produits. Et là, il y a des incompréhensions, ou en tout cas, il y a des décalages de perception. Si vous prenez par exemple le plus forestier, le graphique que vous avez à droite montre que dans la SNBC, il est prévu que plus encore que la séquestration, ce soit le stockage des produits qui contribuent à l'absorption globale, alors que si vous en parlez aux forestiers, par exemple, mais à d'autres acteurs, je pense que c'est à peu près la même chose, on est encore beaucoup dans cette vision de séquestration quasi exclusive. Ce qui crée bien sûr des décalages sur le terrain quand on se demande si on doit très concrètement planter des arbres ou construire en bois, par exemple. Donc, chaque acteur, finalement, doit s'interroger, je dirais, un peu au-delà d'une histoire de chiffres, parce que derrière, il y a des questions qui, avant, étaient peut-être paroles d'experts et qui, maintenant, doivent vraiment être intégrées dans la façon dont les acteurs qui seraient amenés à faire une comptabilité carbone approchent les sujets. Alors, c'est dans cette logique un petit peu de clarification, je vais aller assez vite là-dessus, je sais pas si je pense que c'est assez connu. L'année dernière, le tableau de bord de la Net Zero Initiative qui a été publié, dont justement l'enjeu, c'était de clarifier la différence qu'on pouvait faire entre donc ce qui est appelé dans le tableau de bord les émissions induites, les émissions évitées et les émissions négatives, et surtout la fin de l'idée d'une neutralité carbone à l'échelle des entreprises. On peut contribuer à la neutralité carbone globale, mais on ne peut pas faire de neutralité carbone individuelle. Ce qui était visé derrière, je pense que vous le savez, c'était justement la fin de cette logique de compensation à l'échelle individuelle. Très caricaturalement, je réduis, je plante des arbres sur ce que je n'arrive pas à réduire, montrant bien que c'était pas aussi simple que ça. Donc assez récemment, l'ADEME s'est rangé derrière cette vision en disant que c'était comme ça qu'il fallait globalement voir les choses. Et donc là aussi, ça remet un peu en question certaines logiques, certaines stratégies de réduction des émissions de GES qui étaient basées de façon plus ou moins explicite sur la possibilité de la compensation et en termes même de communication sur cette idée de neutralité carbone. Donc, au-delà de la pure comptabilité, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire le calcul des facteurs d'émission, si on est très très caricatural, il y a quand même une logique d'action qui va être liée à la façon dont on met une comptabilité dessus. La comptabilité est entendue comme un petit peu à la fois la façon dont la prise de décision se fait en entreprise, quelle est la donnée qui contribue à cette prise de décision, donc ça c'est ce que Christine Chavini vient de présenter, mais également la façon dont l'entreprise ou le territoire va communiquer avec ses parties prenantes autour de cette mesure. Et là, c'est un petit peu l'histoire classique du médium qui est le message. C'est-à-dire que la façon dont vous construisez votre comptabilité va avoir une influence assez forte sur votre message et va probablement jouer sur votre capacité à mettre en place telle ou telle stratégie. C'est d'autant plus vrai que depuis 2 ans, on sent que les choses deviennent un peu sérieuses en termes de plan de réduction des émissions de CO2. Hein. Tout le monde, État, entreprise et territoire, se fait un peu rappeler à l'ordre par rapport aux objectifs de l'accord de Paris ou autre.
Il y a donc des outils qui existent depuis quelques années qui se posent un petit peu des questions sur comment est-ce qu'on pourrait inciter les entreprises, notamment à lancer des plans d'action. Vous avez sur la gauche quelque chose qui, je pense, là aussi est assez connu, c'est la courbe d'abattement que McKinsey avait réalisée à une époque. Je sais qu'elle est assez critiquée, mais je trouve qu'elle pose assez bien le problème. C'est-à-dire qu'il y a sur la gauche des démarches, des actions qui vont faire des économies en termes d'euros, en même temps qu'elles vont faire des économies en termes de CO2 rejeté dans l'atmosphère, de gaz à effet de serre rejeté dans l'atmosphère. Et sur la droite, vous avez des choses qui potentiellement vont avoir des gains en termes de CO2 évité, enfin de GES évité ou de GES réduit, d'émissions de GES réduites, mais qui vont coûter cher. Voilà. Donc ça a toujours été un petit peu la limite de l'économie carbone et donc des plans d'action qui sont mis en place. Et il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être apportées à ce problème. Alors il y a bien sûr des subventions, des choses comme ça, mais il y a aussi des réponses au sein de la comptabilité. Et c'est autour de ces pivots, un petit peu, de ces petites modifications, que le lien entre une démarche de mesure des GES, telle qu'on peut la faire dans un bilan carbone, par exemple, et l'intégration finalement en comptabilité, l'appropriation par les parties prenantes peut se faire. Mais il y a un certain nombre de questions qui restent, bien sûr. Il y a une question d'objectif, finalement. Donc, j'ai parlé rapidement avant de la tombée un peu en disgrâce de l'idée de neutralité carbone à l'échelle des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Il va peut-être falloir commencer à chiffrer des choses de façon très explicite pour être crédible. Et la question, Christine Chavigny l'a mentionné, hein, des fameux scopes. Quel est le périmètre fonctionnel sur lequel vous êtes, ou sur lequel votre engagement porte, mais également la question de la géographie. Parce que de plus en plus, et là, le contexte Covid l'a bien démontré, vous êtes sur un territoire, voire vous êtes un territoire, si vous êtes une collectivité responsable d'un territoire. Quels sont vos objectifs, qui impliquent combien d'acteurs, et voilà, où est-ce que vous vous arrêtez, entre guillemets, dans votre prise de responsabilité. Donc, vu que ces actions sont coûteuses, il y a la nécessité de les hiérarchiser entre elles. Donc, ça, c'est ce que peut faire un classement comme celui que vous avez sur la gauche. Mais surtout, il faut l'arbitrer entre l'action carbone et les autres aspects que vous, entreprise ou vous, territoire, vous devez prendre en compte, notamment dans vos plans d'investissement. C'est pour ça que finalement, au fur et à mesure que l'ambition carbone augmente et les enjeux appellent une ambition plus forte, la contextualisation des données, des métriques carbone, des GES au sens plus large, devient de plus en plus importante pour pouvoir agir le plus vite possible, mais de la façon la plus pertinente possible et dans la limite des moyens des acteurs. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de la mise en place d'un certain nombre de prix du carbone. Alors aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point ces notions sont connues, mais il existe donc en France un prix de référence, une valeur tutélaire du CO2. Il y en a dans de nombreux pays du monde, dont l'objectif est véritablement de représenter le coût imposé à la société par une émission de GES, sous l'hypothèse implicite que vu qu'on ne sait pas quelles sont les émissions compatibles avec le budget carbone et celles qui ne le sont pas, on considère que toutes les émissions sont entre guillemets dommageables à ce stade, ce qui est plutôt un principe de précaution sage. Et donc avec le temps, vous voyez que le prix de référence d'une émission de GES augmente pour refléter le fait qu'il en coûte de plus en plus cher à l'ensemble de la société de rejeter cette tonne d'équivalent CO2, cette tonne de GES. Donc ça, c'est une indication que toute entreprise peut mobiliser après son bilan carbone, par exemple, pour se demander ce que les émissions résiduelles coûtent. Et ça peut être une façon de mettre ce chiffre en rapport avec le coût d'un plan d'action de réduction, par exemple. Ce que vous avez aussi, parce qu'on a tendance des fois à dire oui, mais ça c'est un prix imaginé, c'est un prix des faux euros quelque part, mais on a aussi quelque chose en Europe notamment et dans de plus en plus de pays dans le monde, qui est le CAQE, donc le marché d'échange des quotas d'émissions de CO2, enfin de GES encore une fois, puisqu'il n'y a pas que le CO2 sur ce marché-là. Et là, vous voyez le graphique sur la droite. Autant depuis 2018 et un peu avant, depuis le lancement du marché, on était plutôt sur une valeur qui était un petit peu risible compte tenu des enjeux. Autant on constate que avec le temps, elle augmente. Il y a notamment eu un emballement assez conséquent depuis la mi-2020. Et alors, vous le voyez aussi,
on ne rattrape pas encore la valeur tutélaire, c'est-à-dire le consensus sociétal et donc aussi scientifique sur ce que devrait être un prix de la tonne d'équivalent CO2 en France, mais on dit, le rattrapage a commencé. Et c'est pour ça que vous devez entendre que demain, alors, les prévisionnistes se perdent un peu en conjecture, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un rattrapage et une convergence de la valeur de marché sur ce marché particulier vers des valeurs tutélaires, ou en tout cas des valeurs à 100 euros, 150, 200 euros la tonne. En tout cas, si vous vous dites oui, mais si j'étais, alors peut-être que je suis une entreprise déjà assujettie aux quotas, donc de toute façon, ce sera le prix de mes quotas. Mais si je ne suis pas assujetti, est-ce que demain je ne le serai pas? Et du coup, est-ce que les émissions résiduelles ne vont pas me coûter ce prix-là? C'est-à-dire les quotas que je devrais échanger sur le marché. Donc là aussi, ce sont des choses qui vont permettre d'avoir des éléments de coût de plus en plus précis pour les plans d'action carbone et qui constituent un peu une prolongation naturelle de la réalisation d'un bilan carbone et du plan d'action qui est associé. Et donc vous allez peut-être me dire, d'accord, mais on parlait de comptabilité intégrée. Mais justement, la question qui se pose à ce moment-là, c'est, mais à un moment, j'agis pour qui? Il y a l'entreprise, c'est assez classique, réalise un bilan GES pour tout un tas de raisons. Donc là, on en a cité 6 rapidement. Hein. Il y a le bona fide, la réduction des émissions de GES pour le bien commun. Il y a un aspect réglementaire. On peut imaginer que c'est un gage d'efficience, hein, un peu selon l'hypothèse de Porter. Il y a la question des risques et des opportunités aussi, risques climatiques, exposition de la chaîne de valeur aux enjeux climat, fermeture d'un certain nombre de marchés à cause de cahiers des charges basés sur critères environnementaux. On peut imaginer plein de choses. Des aspects de communication et des aspects de reporting, obligations auprès des acteurs financiers. Bon. En fait, là où la comptabilité intégrée va intervenir, c'est qu'elle va vous dire, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, quand vous me dites que vous faites un bilan carbone ou un bilan GES pour toutes ces raisons-là, c'est que vous avez des parties prenantes qui vous sollicitent ou pour lesquelles vous voulez agir. Et donc, vous êtes en train de mettre en place des choses en réponse ou pour interagir avec des acteurs qui ont eux-mêmes un peu leur propre logique d'action ou leurs propres intérêts. Et donc, vous allez devoir, encore une fois, arbitrer, alors soit pour faire face à un risque, soit pour maintenir votre rentabilité, soit voilà, pour tout un tas de raisons, avec ces parties prenantes. Donc, il y a une valeur qui va être créée par vous, entreprise, ou vous, territoire, à satisfaire ou à aller dans le sens ou à interagir avec ces parties prenantes. Et cette valeur, elle doit être un levier qui vous pousse à l'action, finalement, parce que créer de la valeur, a priori, c'est une des raisons de l'existence des entreprises. La comptabilité intégrée, finalement, les démarches de comptabilité intégrée, c'est plus ou moins ça leur objet, finalement. C'est d'essayer de mieux refléter le contexte, alors, dans le sujet qui nous présente aujourd'hui, enfin, qui se présente à nous aujourd'hui, de l'enjeu carbone par rapport à d'autres enjeux, mais aussi d'essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'une stratégie de réduction des émissions de CO2 va servir telle ou telle partie prenante, comment est-ce qu'elle est censée répondre à telle ou telle attente, et donc permettre de la définir au plus juste et de la façon la plus pertinente pour l'entreprise, et de ne pas s'arrêter à un constat d'émissions incompressibles ou de stratégie de réduction trop chère, mais plutôt aller chercher la partie prenante qui peut aider à avancer, bien comprendre la valeur qu'on est en train de détruire en n'allant pas assez loin, ce genre de choses. Un bon exemple de ça, dont je voulais quand même vous faire part assez rapidement, c'est que donc l'APESA a pu, avec des partenaires de recherche, travailler sur les enjeux de la captation de la valeur carbone dans la filière forêt-bois. Et assez rapidement, donc ces questions de mesure des GES et puis de valorisation des GES, on voit qu'elles ont un effet direct sur l'organisation économique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il va falloir un peu changer l'économie, et plutôt beaucoup changer l'économie si on veut tenir le budget carbone. Ce qu'on observe, c'est que par rapport à une organisation économique de cette filière forêt-bois que vous avez là horizontalement, l'arrivée des dispositifs carbone, donc de valorisation du CO2, par exemple le label bas carbone pour l'amont forestier, va créer des effets d'aubaine. Et de la même manière, la possibilité d'intervenir sur le TS, le CQE, crée aussi des possibilités pour l'aval forestier. Mais au milieu, alors qu'il y a beaucoup d'émissions qui subsistent dans la première transformation, il n'y a finalement pas de mécanisme d'incitation et de soutien pour adapter ces acteurs
à la transformation dont ils ont besoin. Donc voilà, peut-être changer de mode de locomotion pour les véhicules, gérer différemment les rejets, les rebuts de série pour de la valorisation énergétique, des choses comme ça. Donc en fait, selon comment les dispositifs de valorisation du carbone montent et selon comment le plan d'action de la structure est comprise, elle peut se retrouver finalement privée quelque part d'une manne financière indispensable à son propre plan de transformation et donc faire moins que ce qu'elle pourrait ou faire moins que ce qu'elle devrait faire. Ce qui peut, par exemple, être une logique qui pousse à faire des comptabilités carbone non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la filière. Et donc là, on voit assez clairement comment une montée en puissance par des parties prenantes qui ici sont réglementaires, d'un prix par exemple de la tonne d'équivalent CO2 émise, va pousser à la réorganisation économique et pousser un certain type de comptabilité carbone au dépend de notre. Donc ça marche dans les deux sens. La compta carbone, elle pousse elle peut être une base pour servir un petit peu à calibrer un arbitrage entre différentes parties prenantes et donc aider la stratégie de l'entreprise. Mais dans l'autre sens, la façon dont la valorisation du carbone est faite dans une chaîne de valeur économique, elle va impacter la pertinence, entre guillemets, d'une comptabilité carbone donnée et dire que voilà, il faut peut-être mieux le faire d'une certaine manière pour donner l'information carbone qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, on assiste, du fait de ces problématiques, à un mouvement vers la comptabilité intégrée. Alors, il y a de nombreuses initiatives. Ça vient globalement de cette idée que la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, est aujourd'hui multipartie prenante, est intégrée. Et donc, il faut une comptabilité intégrée derrière pour pouvoir rendre les arbitrages pertinents. Si on est dans une logique de monétarisation des dépendances, des impacts, on va basculer vers la mise en place de rapports de prix ou de rapports d'échange entre les objectifs. C'est pas forcément quelque chose qui est partagé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existe, notamment dans un certain nombre de méthodes sur lesquelles je vais revenir. Au jour d'aujourd'hui, donc vous voyez là le graphique sur la droite date de 2020 et recensait 4 méthodes qui étaient certaines très axées sur l'amendement de la comptabilité financière et méthode intégrée au milieu par la prise en compte du capital naturel ou de choses comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore de standard qui s'est imposé ou de méthodologie qui est finalisée. Ce qu'on a qui existe, c'est depuis 2016 le Capital Protocol qui va bientôt être traduit en français, qui est issu des travaux d'acteurs internationaux et qui propose une logique de présentation d'estimation d'impact, dépendance et pression monétarisée ou non, qualitative ou quantitative. Donc ça, c'est un peu l'équivalent d'une norme ISO de présentation des résultats, puis un petit peu comme un ISO 26000, si j'ose dire, de la comptabilité intégrée. Et l'ISO 14008 qui, elle, donne une norme pour faire de la monétarisation d'impact, avec l'ISO 14007 qui est une norme de présentation d'une étude d'impact environnemental. Pour le moment, c'est tout ce qui a été adopté, notamment pour les entreprises. Du coup, aujourd'hui, il existe un certain nombre de méthodes qui vont différer sur les hypothèses. Donc, une méthode de comptabilité va forcément reposer sur un certain nombre d'hypothèses et en fonction de la méthode que vous appliquerez, vous acceptez finalement un peu les hypothèses implicites qui sont portées. Les questions de périmètre, de parties prenantes que j'ai déjà abordées et le niveau de séparation entre comptabilité financière et extra-financière qui dépend. On a soit des approches très intégrées où il y aurait presque plus qu'un jeu de compte ou des approches très séparées. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que l'ensemble de ces méthodes ont de toute façon une méthode de mesure des impacts et pressions physiques sous-jacentes à la comptabilité. Donc ça disparaît pas. On aura toujours besoin de choses comme les limites planétaires, le bilan carbone, l'analyse du cycle de vie pour justifier tout ça. Et je vais aller directement à la conclusion, du coup, pour respecter mon temps. Sachez simplement que rien qu'en France, on peut citer toutes ces méthodes. Vous aurez les diapositives, le diaporama si vous voulez creuser, qui existent et qui proposent des choses sans qu'encore une fois, aucune ne soit acceptée ou finalisée à l'heure actuelle. Et donc, le conseil qu'à la lecture de tout ça, je peux vous donner, c'est de démarrer par un standard reconnu comme le bilan carbone pour estimer la réalité finalement de vos émissions de GES. Et après, pour formaliser une stratégie
et avoir un plan d'action, parce qu'il sera coûteux, qui soit le plus pertinent possible pour votre structure et par rapport à la stratégie nationale, de construire la démarche de comptabilité intégrée qui vous paraît la plus appropriée et qui a des chances de représenter quelque part le meilleur investissement et le meilleur résultat pour votre structure. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Louis. Du coup, je vous invite à parcourir le chat parce qu'il y a quelques questions qui vous seront destinées auxquelles on répondra durant la séance de questions, échanges, réponses. Et du coup, on note avec votre intervention l'aspect intégration de la comptabilité carbone, mais vis-à-vis d'une filière ou d'un corps particulier. Et du coup, on va poursuivre avec le cas particulier qui sera présenté par Stéphane. Alors, je vais vous chercher dans la liste pour vous donner la main. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas souhaité intituler tout à fait mon titre comptabilité intégrée parce que je ne suis pas complètement persuadé que l'on ait encore vraiment clairement défini ce qui est une notion d'intégration, enfin, ce qui est exactement la notion d'intégration. Je pourrais peut-être y revenir un peu plus tard. À mon sens, le fait qu'on mette des aspects écologiques, sociaux et financiers en même temps dans des états financiers ne signifie pas qu'on dispose d'une comptabilité intégrée. En fait, l'intégration, c'est plutôt la capacité à comprendre les interactions entre ces différents éléments. Et je suis même pas sûr que la comptabilité aujourd'hui soit véritablement capable de répondre à cette question de la sensibilité. Par exemple, j'investis en termes de formation et quels sont les effets qui vont se produire au sein de l'entreprise. À mon sens, il y a quand même deux grandes familles, celle des comptables et celle des contrôleurs de gestion. Donc moi, je suis plutôt issu de la famille des contrôleurs de gestion et pas de la famille des comptables stricto sensu, bien que je m'intéresse évidemment, je suis professeur de comptabilité à l'Université de Bordeaux. Alors ce que je vais vous présenter n'est pas le résultat d'une réflexion isolée. C'est notamment le résultat d'une recherche qui a été menée sur les 4 dernières années. Je l'ai fait avec mes collègues, le professeur Guido Sundman et Philippe Loubet, qui sont des spécialistes en analyse de cycle de vie, qui a été mentionné, une des méthodes qui a été mentionnée par Louis à l'instant, et Marc Jourdain, que nous avons donc co-encadré en thèse, qui a soutenu sa thèse au mois de novembre dernier. Donc je m'inspirais dans un assez grand nombre de transparents, d'ailleurs de ses propres transparents de soutenance de thèse. Et puis nous avons mené cette recherche en collaboration avec un groupe Ertus, groupe à Bordeaux, spécialisé dans l'accompagnement des activités agricoles et notamment des propriétés vitivinicoles. Alors, notre objet, en fait, c'est de réaliser plutôt une proposition de comptabilité analytique, ce qui n'exclut pas que on puisse ensuite avoir un impact global au niveau de l'entreprise, mais notre projet était de descendre au niveau des produits. On a ici un modèle et à la fois une méthode. Je reviendrai peut-être une nuance entre ces deux notions. On s'est appuyé du coup sur le modèle d'activity-based costing, qui est un peu la méthode reine en termes de comptabilité analytique. Et puis ensuite la méthode d'analyse de cycle de vie. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est une intégration en fait de ces deux méthodes pour élaborer et en fait sortir un ensemble d'indicateurs au niveau des produits, même plus précisément des unités fonctionnelles. Alors peut-être très rapidement, il me semble qu'il y a deux logiques qui s'opposent. Si vous voulez, on part de la donnée, on procède à des écritures, on peut en tirer ultérieurement des indicateurs. Il y a la phase de monétarisation qui n'est pas toujours retenue. On en sort un reporting et finalement, d'autres opérateurs peuvent procéder à des scorings. Donc, dans une démarche de rétro-engineering, on peut savoir les états financiers auxquels on souhaite aboutir et voir quel type de data on aurait besoin. Un peu l'approche du reporting intégré, ça peut être l'approche du modèle CARE. Nous, on a retenu en fait une approche assez similaire à celle d'AdesLogic, c'est-à-dire on part des données et on peut aussi en partir des écritures, et puis on voit et on laisse pour plus tard la question du reporting, qui est finalement une question plutôt de mise en forme ultérieure. Et le reporting, d'ailleurs, ne s'opère pas toujours forcément à l'échelle de l'entreprise, mais peut s'opérer aussi à l'échelle du produit.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ensemble de ces étapes, en fait, sont en quelque sorte sous contrôle d'acteurs qui ont des statuts un peu différents. Tout à l'heure, Louis intervenait en tant qu'économiste, avec effectivement les problématiques de monétarisation. Les comptables sont sur les écritures, on a plutôt les scientifiques, les ingénieurs, les informaticiens qui sont sur les notions de data, les contrôleurs de gestion sur les notions d'indicateurs, les normalisateurs, les auditeurs sur le reporting, et puis les agences de notation et les investisseurs socialement responsables qui sont plutôt portés sur les questions de scoring. Donc voilà, on a un ensemble en fait d'acteurs qui n'ont pas tout à fait les mêmes spécialités. Alors là, je détaillerai pas ce mapping trop dans le détail, mais il y a vraiment de multiples façons d'intégrer en fait les problématiques carbone, mais aussi toutes les autres problématiques environnementales et sociales dans une comptabilité. On peut transformer les écritures, on peut aussi en extraire des informations et ensuite les réinterpréter en mobilisant des bases de données. Et puis, il y a ceux qui partent des états financiers, voire des états non financiers, avec qui gardent la logique de tableaux comptables parfois qui sont plutôt sur des données narratives et donc qui sont hors tableau. Et il y a des logiques de transfert d'ailleurs d'aspects non financiers vers des aspects financiers. On peut monétariser dans un certain nombre de cas, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que certaines entreprises d'ailleurs aujourd'hui qui ne publient pas des comptes de résultats environnementaux, eh bien des opérateurs comme Standard & Poor's le font pour eux, et donc dans le cadre de leur base de données en fait élaborent des états des comptes de résultats pour le compte d'entreprise cotée qui à aucun moment n'ont publié ce type d'état. Et puis on a aussi des travaux assez intéressants qui reprennent la logique des écritures comptables, mais qui font sauter la question de la monétarisation. Donc c'est plus en euros, c'est par exemple en hectares équivalents, notamment pour les problématiques de biodiversité. Et la source de données dans ce cas-là, c'est même plus en fait les écritures comptables, mais sont des relevés de terrain, avec évidemment des problématiques de choix méthodologiques sur lesquelles on reviendra et qui vont faire que on peut avoir une très grande diversité de méthodes et de transformation de la comptabilité pour intégrer et prendre en compte ces nouvelles problématiques. Alors, je m'appuierai principalement sur deux articles qui ont été publiés. Donc, le premier en 2017, qui avait été mené justement sur la filière bois dont on parlait dans la présentation de Louis tout à l'heure. On avait élaboré un calculateur carbone pour une PME de la région de Bordeaux. C'était une approche monocritère et non financière. L'objectif, en fait, était de savoir combien allait émettre en termes de CO2 la production d'un produit en particulier. Et on a pensé que ce serait intéressant de passer à une logique non plus simplement centrée que sur le carbone, mais donc multicritères, et puis aussi d'intégrer, peut-être pas à 100%, mais en tout cas de mener en même temps des raisonnements, pas simplement que sur les aspects environnementaux, mais sur les aspects en fait de coût de revient des produits, donc la dimension financière. On en a abouti donc à une publication en 2021, et ce qu'on avait en fait en ligne de mire, c'était quand même la capacité pour une entreprise, notamment dans le secteur vitivinicole, mais ça peut être appliqué à plein d'autres secteurs, de produire un affichage environnemental au niveau des produits et en même temps d'accompagner l'entreprise dans sa capacité de pilotage économique, d'où cette notion de coût de revient. Voilà, on a réussi à élaborer donc cette intégration, ce qui a donné lieu donc à une publication récente dans un journal qui s'intitule Business Strategy and the Environment. Alors, la méthode ABC, je ne sais pas si vous la connaissez. Enfin, l'idée globale, c'est qu'on a des ressources, il y a des activités, des objets de coût. Il faut identifier ces ressources qui sont en fait financières. Au départ, il y avait d'ailleurs aucun modèle théorique. On ne recommandait pas de différencier les ressources renouvelables de celles qui n'étaient pas renouvelables. Et on est parti de ce modèle et on s'est dit qu'on pourrait certainement l'intégrer avec la méthode ACV, d'autant plus que l'ACV en fait a un certain nombre de similitudes avec cette approche ABC. J'y reviendrai dans un moment. Alors, la méthode ACV, son intérêt en fait, c'est qu'elle est en capacité de couvrir l'ensemble du cycle de vie du produit
et également de ne pas se focaliser. Je vois un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur LinkedIn qui ne parlent que du carbone. Il peut y avoir des effets de transfert en fait d'une problématique à une autre, et en voulant réduire les émissions de CO2, on peut se retrouver avec des conséquences désastreuses sur un autre aspect environnemental. Donc l'intérêt de la CV, c'est justement de proposer cette approche multicritère. Et dernier point, donc il y a une approche fonctionnelle, c'est-à-dire que on ne va pas comparer une paire de chaussures qui permet de faire 1000 km avec une autre qui permet de parcourir 2000 km. On raisonne par rapport aux usages. Et donc ça, c'est une différence assez importante par rapport aux méthodologies de contrôle de gestion classiques qui ne raisonnent pas sur cette dimension fonctionnelle. Alors après, ici, c'est une méthode qui est normée, c'est-à-dire que les scientifiques ont élaboré très clairement une analyse un inventaire en fait des flux rentrants, et on peut aboutir donc à une série 18 indicateurs qu'on appelle midpoint, qui par l'intermédiaire de modèles peuvent être synthétisés sous forme d'indicateurs endpoint. On en a 3, les dommages en termes de santé humaine, les dommages en termes d'écosystème et l'épuisement des ressources naturelles. Et certaines méthodologies donc permettent de produire un score unique. Et ensuite, il existe une douzaine de méthodologies pour monétariser cela, mais ce n'est pas forcément un aspect que nous avons retenu, en tout cas dans la phase de notre projet et de notre méthode, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait être ajouté. Vous voyez donc que l'indicateur carbone se situe au niveau des indicateurs midpoint, mais comme au même titre en fait que toute une série d'autres aspects. Donc là, pour pouvoir calculer ces indicateurs, on s'appuie sur des bases de données existantes. Alors, on peut finalement schématiser l'intégration du modèle ABC et du modèle ACV par le graphique suivant. L'idée, c'est que les bases de données nous permettent en fait d'avoir une vue de chaîne d'approvisionnement, donc sur les flux intermédiaires. On peut ensuite, quand on a ces indicateurs d'impact calculés pour ces flux intermédiaires, eh bien les diffuser dans un modèle d'activity-based costing. Et le choix que nous avons retenu pour l'instant, dans le cadre de cette méthode, mais on pourrait tout à fait modifier les paramètres, c'est de laisser de côté la phase d'utilisation et la phase de fin de vie du produit, mais on pourrait tout à fait méthodologiquement en fait intégrer ces phases, rien ne s'y oppose sur un plan méthodologique. Alors, il y a un certain nombre donc de calculs et d'étapes de calcul qui sont opérées avec la définition des activités, des produits, l'identification des flux intermédiaires et des calculs qui vont fonctionner en parallèle à la fois pour le modèle de calcul de coûts financiers et en même temps le modèle de calcul des impacts environnementaux. Et là, je parle bien d'impact puisqu'il s'agit d'indicateurs d'impact. Alors, si on reprend une application dans le cadre d'une propriété vitivinicole, on voit que toutes les ressources, effectivement, ne sont pas prises en considération dans la comptabilité, mais qu'il était aussi nécessaire, comme dans la méthode ADES-Logic, finalement, d'identifier les éléments à l'intérieur de chacun des comptes. Et là, pour le coup, on va procéder à des calculs, par exemple, pour le premier compte là qui est intégré, on voit qu'il y a plusieurs fertilisants et donc on va à ce moment-là procéder à des calculs, identifier les indicateurs d'impact associés à ce compte. On a ici donné que l'indicateur en tonnes équivalent carbone, mais on va faire 18 fois l'opération puisqu'il y a 18 indicateurs midpoint. On peut faire aussi pour les indicateurs en mode endpoint et en mode de score unique. Et donc, on va passer ça au filtre des activités qu'on connaît bien là sur le secteur vitivinicole et finalement calculer l'empreinte environnementale des différents produits. Et on voit qu'il existe des différences sensibles en fonction des bouteilles de 75 centilitres. Donc ça, on sait faire ça. Et en parallèle, on sait aussi déterminer le coût de revient de ces différents produits. On voit que dans les ressources ici en entrée, on a aussi des terrains. Ces dimensions, ce facteur sol en fait rentre dans les calculs, notamment au travers des bases de données d'ACV. Alors sur un plan méthodologique, l'approche qui a été retenue ici est hybride, c'est-à-dire que un certain nombre de rubriques
de coûts financiers ne sont pas facilement décrits ou descriptibles au travers de la base EcoInvent. Donc, on va utiliser une autre source qui s'appelle Exiobase, qui donne en fait des moyennes d'impact environnementaux par type de dépenses. Et donc, on a utilisé un modèle mixte. Alors voilà les résultats qu'on peut obtenir ici sur 2 châteaux avec la méthode récipée en ACV. On voit que on a l'ensemble des activités. On peut par bloc d'activité avoir les impacts endpoint, les impacts en termes de score unique. Donc ça va donner un certain nombre de points de comparaison pour procéder ensuite à des améliorations de performance environnementale. Et puis on a aussi la possibilité de faire des métriques du type kilo équivalent CO2 par dépense. Et on voit que dans ces 2 châteaux, c'est la phase d'embouteillage et qui est la plus émettrice. Et donc c'est probablement à cet endroit qu'il faudrait faire porter le plus les efforts en termes de réduction des gaz à effet de serre. On peut refaire ce type de graphique pour tout un tas d'autres critères, finalement, en termes de biodiversité et tous les autres aspects que propose justement la méthode ACV. Voilà, je vais peut-être m'en arrêter là, juste pour dire que finalement, on peut aller beaucoup plus loin dans l'approche de la BCV. On voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour automatiser en fait cette opération. Pour l'instant, l'analyse des comptes nécessite de recourir à un consultant. Marc Jourdain, Montésar sait faire ça parfaitement. On pourrait certainement demain intégrer l'analyse de cycle de vie social aussi dans ce type de démarche. Donc il y a des perspectives en termes d'automatisation, d'intégration aussi de l'approche ACV, non pas simplement qu'environnementale, mais sociale. Et puis on pourrait étendre aussi d'autres dimensions, comme par exemple les limites planétaires, c'est tout à fait envisageable. Donc il y a encore un peu de travail. Alors nous ne sommes pas en fait une méthode qui vise à être commercialisée, mais en revanche, on souhaite continuer effectivement à contribuer et à montrer en fait un certain nombre de techniques qui peuvent être développées. Autrement dit, en clair, si on veut développer une comptabilité environnementale et en même temps une comptabilité financière, c'est possible. Il y aura certainement aussi beaucoup de travaux encore à faire pour obtenir cette notion d'intégration, c'est-à-dire que combien ça, il y a des bases de données ou peut-être une comptabilité partagée qui devrait être développée à l'avenir. Donc tout ça est encore effectivement à travailler. Je pense qu'il y a des perspectives de recherche encore importantes dans ce domaine. Et je m'en arrêterai là pour ma présentation. Merci Stéphane. Du coup, je reprends le partage d'écran et on va passer à la séance de questions-réponses. Alors, j'ai vu que Christine, vous aviez déjà répondu à quelques questions. Il y avait une question par rapport au vocabulaire que vous aviez utilisé, notamment sur le terme impact. Alors, quel est le lien? Est-ce que ce terme, du coup, est-ce que vous aviez mis une autre définition derrière ce terme? Ou est-ce que, comme l'un des participants l'a mentionné, est-ce qu'il se rapprocherait plutôt du terme pression qu'on retrouve dans des référentiels internationaux tels que le DPSIR? Alors, le terme pression peut être utilisé, oui, pour un certain nombre d'impacts, tout ce qui est en relation, bon, comme les gaz à effet de serre, aussi l'eau, tout ça. Mais dès qu'on arrive sur les impacts territoire, risque, vigilance, je pense que là, ça va pas être possible d'utiliser ce terme pression. Parce que quand je parle de territoire, moi, c'est les échanges dans un sens et dans l'autre. Donc là, il n'y a pas de pression. C'est simplement voir ce que l'entreprise apporte, contribue au niveau du territoire. Est-ce que le territoire apporte et contribue au niveau de l'entreprise? Donc là, le terme pression ne sera pas utilisable. Donc moi, j'ai utilisé le mot impact parce que c'est assez compliqué de trouver un terme qui englobe tout ce que j'ai fait. Donc, ça a été un choix de ce côté-là. Mais je comprends très bien qu'il n'est pas forcément approprié à tout. Très bien. Il y avait une autre question, mais je crois que vous avez déjà répondu. C'est est-ce qu'il faut avoir nécessairement fait les ACV pour pouvoir calculer les impacts?
Non, non, parce que comme on fait la chaîne de valeur, on trouvera les informations grâce à la chaîne de valeur. Et l'autre question à laquelle je pense que vous aviez également répondu, c'était quelle était l'unité utilisée pour intégrer les impacts environnementaux dans le tableau de bord? Est-ce que c'était des unités physiques ou plutôt monétaires? Eh bien, les deux. En fait, en fonction de chaque impact ou pression, on a des analyses scientifiques. Donc là, on a des quantifications qui seront par rapport à des unités. Mais le but aussi dans cette méthode, c'est essayer de valoriser pour pouvoir comptabiliser derrière, parce que si on ne valorise pas, on ne pourra pas comptabiliser. Mais bon, faut valoriser ce qui est valorisable, parce que et mesurer ce qui est mesurable, si c'est pas possible, ça sert à rien. Enfin, on va pas faire n'importe quoi non plus. Donc dans ce cas-là, je propose qu'on insère plutôt un indicateur qu'on essaye de suivre sur 10 ans. Et il y avait une dernière question par rapport à la prise en compte ou pas de l'utilisation et de la fin de vie. En fait, ça dépend si est-ce que le but d'ADS Logic, c'est d'avoir un résultat qui correspond à un reporting ou un résultat qui correspond plutôt à un cadre de démarche continue. Dans ce cas-là, il est utile de prendre en compte l'utilisation et la fin de vie. Alors moi personnellement, je trouve que c'est intéressant de prendre la fin de vie et l'utilisation, parce que j'aurais peur que si on ne prend pas ça en compte, les entreprises se déchargent des problèmes liés à l'environnement ou même au social après, les déchets, tout ça, et que l'entreprise ne le prenne pas en charge. Et ça, je pense que c'est très important qu'elles aient l'impression d'être responsables sur cette partie-là. Il y avait une question de Jean. Alors, je pense que vous avez dû trouver la moitié de votre réponse dans la présentation de Stéphane. Du coup, c'était une question concernant les différences et les similitudes qu'il y avait entre les méthodes ADS Logic et CARE. Donc, il y avait une slide. Oui, et toi? Pardon, je sais pas si Stéphane vous Ouais, avez- je comprends. Peut-être sur les différences entre CARE et ADS Logic. Je pense qu'en termes de vocabulaire, en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dimensions, puisque CARE aborde explicitement la notion de capital naturel et de capital humain pour que ces deux aspects figurent au bilan sous l'angle des coûts de maintenance, ce qui nécessite après de trouver des informations pour justifier et opérer ces différents chiffrages. Dans la méthode ADS Logic, que je connais un petit peu au travers de ce qu'a pu m'en dire Christine, mais elle pourra encore mieux témoigner que moi. Il n'y a pas forcément cette notion de capital humain et de capital naturel qui intervient aussi explicitement. On est plutôt sur une logique d'impact et on démarre des comptes et on a donc une approche effectivement que je qualifie plutôt d'ingénierique. Voilà, donc c'est donc une philosophie, je pense, et une approche un petit peu différente. Je suis pas effectivement persuadé qu'il s'agit de méthodes antinomiques en fait. Hein. Elles s'opposent pas forcément. Et il y avait une question alors pour Louis par rapport au scope. Quid des scopes avec l'ADEME qui se range au NZD, donc par rapport à la méthode présentée? C'est une excellente question. Non, après, c'était très intéressant dans la présentation de Stéphane. Vous avez vu effectivement la succession des professions qui pouvaient intervenir et être intéressées à un processus de l'émergence d'une pression d'un impact jusqu'à voilà, une démarche de reporting. Là, on est typiquement dans cette problématique de réconciliation du vocabulaire, mais derrière le vocabulaire, il y a des enjeux de réconciliation des méthodes, mais il y a aussi un peu des enjeux de vision du monde. Donc, les économistes et les comptables amènent effectivement cette notion de capital dont on entend beaucoup, même si elle soulève encore pas mal de questions, qui porte avec elle quelque part une notion de scope, au sens où on est bien dans une logique de préhension ou d'impact qui va jusqu'à un certain endroit dans la chaîne de valeur. Il y a aussi la problématique géographique, alors que l'ACV
je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec ça, mais de fait, aujourd'hui, la CV est aspatiale, même s'il y a des tentatives pour la spatialiser. Donc, en fait, voilà, on est un peu dans une situation aujourd'hui où on voit des points de convergence entre les tables entrée-sortie et la CV, où il y a des recoupements entre le cycle de vie et la logique de la chaîne de valeur. De l'autre côté, les scopes, finalement, ça pourrait être une bonne approximation. On a un certain nombre de périmètres de responsabilité, mais si on se place dans la perspective de différencier les émissions évitées, les réductions et les émissions, enfin la contribution à des puits, ça ne marche pas. Donc, dans quel sens est-ce que on va trancher parce qu'il va falloir trancher à un moment, et donc découper un peu ce millefeuille d'approches, certaines en coupe, d'autres verticales, etc. Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des incompatibilités méthodologiques. Par exemple, puisque Alexandre Rambaud lui-même le dit, entre le bilan carbone et la méthode CARE. Donc, de fait, si vous voulez être rigoureux méthodologiquement, vous ne pourrez pas d'un côté avoir un bilan carbone et la méthode CARE. En revanche, toujours selon lui, il y a une compatibilité entre la NZI et la méthode CARE. Voilà. Donc, il y a encore des questions de mécano comme ça qui doivent être réglées, et une norme, un standard qui doit être posé, qui va trancher, je pense. Et en parlant de standard, du coup, la question suivante, c'était quelle comptabilité carbone existe aujourd'hui pour les entreprises financières telles que les banques et les assurances? Vu la taille de ces entreprises, seule une comptabilité acceptée mondialement peut être efficiente, comme c'est le cas pour la comptabilité classique, entre guillemets, avec l'IFRS. Et du coup, finalement, alors où en est-on à cet égard aujourd'hui? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, pas spécifiquement pour les banques et les assurances, mais au niveau de tout type d'entreprise. Et c'est vrai que finalement, avec les démarches qui ont été présentées aujourd'hui avec les différents acteurs ou d'autres qui ont été mentionnés, hein, tels que CARE, c'est finalement des initiatives qui émergent, qui du coup construisent leur robustesse avec une certaine expérimentation avec quelques entreprises pour tester quand même sur le terrain ce que ça vaut. Et finalement, ça ne fait pas encore l'objet de normes mondiales, en tout cas. D'ailleurs, on en revient un petit peu à l'avant-dernière slide de Stéphane avec le fait de voir des acteurs qui sont mobilisés au niveau du scoring. Mais il faut, enfin, voilà, des initiatives qui émergent, c'est pour ça qu'elles sont, il y en a plusieurs d'ailleurs. Et que nous, en tout cas, c'est vrai que la question a été posée pour les organisateurs et je l'ai remise pour tout le monde. En tout cas, côté ABC, nous, on est ouvert à toute. Enfin, déjà qu'on porte la méthodologie bilan carbone, mais on ouvre encore le champ à divers méthodologies, que ce soit de la comptabilité multi-capitaux ou intégrée avec les différents termes de vocabulaire qui sont utilisés et pour lesquels on a eu encore des précisions avec les acteurs aujourd'hui. Mais c'est plutôt des initiatives voilà, qui émergent et qui testent leur efficacité sur le terrain et qui vont de fait de leur existence et de l'ampleur que ça va prendre, peut-être donner suite à une norme ou à des recommandations, en tout cas mondiales. Je ne sais pas quel est l'avis des autres acteurs sur le sujet, mais voilà pour la position un petit peu de l'ADC. Peut-être. Oui. Oui, Stéphane, vas-y, Stéphane. Non, mais je trouvais qu'il y avait une question effectivement intéressante là de Cédric de Foucault sur les méthodes utilisées sur un plan international. Et justement, je pense que c'est un point que tu connais bien, Joariatou. Tu pourrais peut-être préciser un peu les réflexions qui sont en cours, notamment pour les normes ISO et la standardisation des calculs. Alors, pour la norme ISO, à titre d'exemple, on avait donc le bilan carbone. Il y avait une première norme ISO qui datait la norme ISO 14064-1 précisément, parce qu'il y en a plusieurs, donc qui porte sur la quantification des émissions de gaz à effet de serre pour les organisations. C'est vrai que la première norme, je crois qu'elle date de 2006, si je ne me trompe pas, avec une certaine révision en 2013, portait plutôt sur des périmètres les fameux scopes. Donc, on a évoqué les périmètres tout à l'heure, mais en scope 1, 2, obligatoire avec le scope 3 recommandé. Et c'est d'ailleurs sur cette norme que s'est appuyée la méthode réglementaire française. Et du coup, avec différentes
différents acteurs qui ont pu tester la comptabilité jusqu'au scope 3, montrer ce que ça a apporté, prendre plus en compte la chaîne de valeur et du coup beaucoup plus de postes du scope 3. Il y a quand même eu des éléments de preuve, si je puis dire, qui ont été apportés au niveau de l'ISO pour pouvoir prendre plus en compte ce fameux scope 3 qui était jusqu'à présent recommandé. Et du coup, vous avez la norme 14064-1 du coup en version 2018 qui maintenant recommande, il y a un changement déjà en termes de vocabulaire, puisqu'on ne parle plus de scope 1, 2, 3, mais de postes significatifs ou non significatifs. Et le fait de dire, enfin, pourquoi utiliser le terme de significativité, puisque finalement, on a certains postes du scope 3 qui jusqu'à présent n'étaient que recommandés, mais qui sont quand même significatifs. Du coup, ça permet voilà, de faire remonter ces fameux scope 3, ces fameuses émissions indirectes dans un périmètre, en tout cas, prioritaire au niveau de l'ISO. Donc, c'est pour ça que je pense que pour la comptabilité aussi écologique, intégrée, multicapitaux, enfin, qui prend en compte en tout cas d'autres aspects autres que le financier, le monétaire en tout cas, même s'il y a déjà la partie GES qui est déjà un peu plus intégrée, permettra du coup de faire évoluer ces fameuses normes et référentiels au niveau international. Si je peux peut-être juste faire un point, puis j'ai vu 3 questions que je vais essayer de traiter par la même occasion. Il y a effectivement, alors plus sur le front, je dirais, de la comptabilité, alors intégré ou pas, un mouvement avec 2 événements très importants là qui ont été la publication donc du standard de comptabilité nationale des Nations Unies qui a vocation donc à changer la façon dont les comptes nationaux vont tenir compte de ces enjeux environnementaux et sociaux. C'est principalement sur les écosystèmes, mais il y a bien sûr un volet carbone assez poussé. Derrière, il y a l'Europe, donc avec le rapport de l'EFRAG qui a paru récemment, qui essaye justement de prendre un petit peu une position, de tirer un peu la première dans la mise en place de standards qui pourraient venir seconder un peu les IFRS, les normes comptables sur ces sujets-là. Donc il y a un effort assez important en cours pour essayer d'avancer en termes de normalisation internationale. Cependant, et je pense que c'est le sens des questions là que je vois, il est d'ores et déjà possible, soit par les méthodes qui ont été présentées aujourd'hui, soit par d'autres méthodes. On a mentionné la méthode CARE. La Capitals Coalition a mis en place des démarches de suivi. Alors, par exemple, puisque c'est la question de prix interne du carbone dans beaucoup d'entreprises, et Stéphane l'a rappelé, aujourd'hui, des grosses et des moyennes entreprises en France ont de fait des logiques de sélection de projets basées sur des prix internes du carbone, basées sur des taxes carbone internes, etc. Donc ça se fait, c'est possible de se faire accompagner là-dessus. La vraie question, en fait, pour rebondir sur ce que disait Dorothée Borès, c'est la question justement de qu'est-ce qu'on met dans la comptabilité en termes d'hypothèses et qu'est-ce qu'on laisse, je dirais, à la liberté ou en tout cas à l'initiative des chefs d'entreprise. Dans une méthode comme CARE aujourd'hui, par la définition même des actifs, du capital, dont on a parlé tout à l'heure, il y a déjà beaucoup dans la façon dont il faut calculer la valeur et donc dans la façon dont il faut gérer l'enjeu qui est inclus dans la méthode. Donc ça va avec, j'ai envie de dire, alors que d'autres approches, effectivement, s'en remettent à d'autres façons de déterminer les valeurs et donc le plan d'action. Et il suffit de voir les discussions actuelles sur la taxonomie, avec notamment la décision récente d'inclure l'énergie nucléaire dans les choses qui sont éligibles dans la taxonomie européenne, sur les investissements divers, pour voir qu'on n'est pas au bout des débats sur les moyens légitimes, acceptables et sur les processus de décision pour déterminer ces moyens pour aboutir à des objectifs de neutralité carbone globaux. Merci pour le complément, Louis. Du coup, alors je ne sais pas si j'ai pas balayé les questions pour Stéphane, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en avait. Sinon, une autre question qui se posait, alors du coup, c'était de savoir, par exemple, Christine, si votre méthode actuellement est en cours d'expérimentation et si elle est déjà applicable à des entreprises, et si oui.
Alors, applicable, oui. Alors, en cours d'expérimentation, mais là, la Covid vient de me retarder mon projet. Ça devait débuter début avril et ça va donc débuter qu'en mai. Et j'ai 2 projets au mois de mai. Ça a été répondu. Ah, Moi, Stéphane, oui. des participants qui demandent si la thèse du thésard du coup, qui a soutenu en novembre est accessible. Ah oui, on l'a pas mise, elle est pas sous embargo, donc elle est tout à fait accessible. On peut lui demander. Je vais remettre en fait son email. Je préfère que ça soit lui en fait qui la communique, comme ça il aura la connaissance exacte des personnes qui souhaitent la lire. Et puis je voulais rappeler aussi un autre point dont on n'a peut-être pas assez parlé, qui est la notion d'économie circulaire et donc d'économie de la fonctionnalité. C'est aussi une approche qui est intéressante, qui vient un peu en complément des problématiques de comptabilité, qui amène effectivement l'entreprise à s'interroger sur la fin de vie de ses produits, dont elle est d'ailleurs potentiellement supposée rester propriétaire, et donc elle doit prendre en charge ensuite le démantèlement de ces produits, et se poser des questions en termes de recyclage, et bien en amont effectivement aussi dès le début en termes d'éco-conception. Donc on va pas tout résoudre avec la comptabilité. On a besoin de tout le monde. Il faut des ingénieurs, il faut des personnes qui savent aussi commercialiser et sensibiliser des clients, parce que ça servira à rien d'avoir une comptabilité si les clients sont pas sensibles à ces problématiques et aussi pas informés. D'où l'importance d'informer aussi, d'être en capacité d'informer au niveau des produits. Donc il faut essayer de penser le système dans sa globalité, pas simplement en termes de reporting vis-à-vis d'un certain nombre de parties prenantes qui sont, disons, centrées sur les questions de reporting entité. Le reporting produit, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Donc, du coup, je vais, sur ces beaux mots, passer à la conclusion. Donc, à travers les différentes présentations que vous avez pu voir, il y a finalement de nouveaux paramètres à intégrer, hein, qu'on parte, alors ça dépend d'où on part. Est-ce qu'on part de la comptabilité financière? Est-ce qu'on part de la comptabilité carbone? En tout cas, des paramètres pour pouvoir du coup avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau écosystémique. On a également évoqué une adaptation des acteurs, alors que ce soit au niveau de la formation, parce qu'on a plutôt parlé des fonctions comptables, qui sont de bonnes cibles, en tout cas, pour diffuser cette information au sein des entreprises, notamment des TPE-PME, comme l'a évoqué le rapport du CESE qui date de septembre 2018 à ce sujet, mais également au niveau des entreprises qui sont du coup elles-mêmes à la recherche de ce type de solutions et qui potentiellement sont partie prenante intéressée pour intégrer des expérimentations sur différentes méthodologies qui sont en tout cas en cours. Et puis finalement, on a vraiment besoin d'avoir un changement nécessaire au niveau de cette comptabilité pour pouvoir répondre aux différents enjeux de transition climatique et écologique qu'on a évoqués, mais comme on le voit, qui sont du coup aussi des éléments clés pour pouvoir intégrer en tout cas dans le pilotage des entreprises pour en tout cas être compatible avec un monde de 2 degrés à l'horizon 2050. Merci à tous pour votre participation. Comme convenu, on va du coup vous envoyer le replay qui sera publié sur notre chaîne YouTube et également une synthèse des questions-réponses. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon après-midi et merci encore aux intervenants que je remercie chaleureusement, donc Christine Chavigny, Louis Dupuis et Stéphane Trébuc. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.